Apéro spécial MVP. Boum. On est quel jour ? On est lundi, mine de rien. Eh oui. Ah là là, il y a des gens qui disent qu'est-ce qui se passe ? Comment ça on n'a pas notre top 10 all-time ? Du calme. Du calme, on sait que vous êtes habitué à votre top 10 all-time habituel, il reviendra prochainement, vous aurez le droit à vos habituelles présences dans les poufs, mon cher Alex, c'est juste un épisode un peu particulier. Épisode particulier, tourné à distance, voilà, Health and Safety Protocol. Exactement, on n'en dira pas plus, mais pour le coup, ça ne nous empêche pas évidemment d'espérer que vous avez passé un bon week-end, qu'on va pouvoir démarrer la semaine tranquillou, tous ensemble, avec donc un apéro spécial course au MVP, parce que, Alex, là, on est bientôt à 50 matchs, là joués, même plus de 50 matchs joués pour certaines franchises, c'est carrément indécis quand même, cette affaire en 3 lettres, là. Ouais, c'est indécis parce que les plus grosses lignes statistiques n'ont pas forcément des bilans collectifs si dingues que ça. C'est un sujet qu'on va discuter pas mal, à mon avis, pendant cette vidéo. Ouais. Tu vois, t'as quelques gros joueurs, sans leur faire offense, hein, en termes statistiques, qui, bon, bah voilà, les mecs sont 5e, 6e de leur conf, tu vois. 8e même, hein. Voire 8e, enfin, non, mais c'est Ou vrai. 9e, pardon, excuse-moi. Ouais, 9e, ouais. Bah, tu vois, donc ça, déjà, ça enlève des choses. Ensuite, bah, tu n'as pas cette année un gars qui, genre, statistiquement, il regarde les autres comme ça, quoi. Il fait genre, lol, genre, essayez, venez, quoi. Venez me chercher, il n'y en a pas, vraiment. Il y a des monstres, mais ils sont plusieurs. Monstres, hein. Ouais, il y a beaucoup de monstres, tout à fait. Et puis il y a des Donc, garçons tout ça, qui ça sont rend blessés. la course très serrée. Ouais, il y a des garçons qui se blessent, ouais, tout à fait. Ouais. Les patrons, par exemple, intrinsèquement, bah, soit ils sont blessés, soit ils sont dans une équipe, en effet, qui se bat dans le play-in tournament. Et donc on s'y attendait pas trop. Et on se dit, tiens, comment ça se passe pour ces stars-là ? Évidemment, il y en a qui s'insurgent en voyant les visuels de Léon, vous inquiétez pas. Je lui ai filé des noms. Et donc il y a peut-être pas les garçons, genre, vous avez pas parlé de LeBron ou de Giannis ou de Kelly ou quoi que ce soit. On va parler de ces garçons. Mais. Alex, tu as le concept, il est simple. On voulait évidemment parler des quelques gros dossiers. Et pour chacun, on va les présenter, dire ce qui est évidemment de très positif, mais aussi ce qui les retient d'être peut-être leader de la course au MVP. Ouais, tout à fait. Ça peut être un peu le concept. Hein. Avant ça, on a une mini dédicace à faire ou quand même. Tu crois que j'avais oublié ou quoi ? Mais non, évidemment, nous sommes peut-être lundi et nous ne sommes peut-être pas dans un top 10 time, mais ça ne nous empêche pas évidemment de faire une dédicace à nos potos de Tarmac. Voilà, quelle que soit l'ambiance, hein. À distance ou dans les poufs, Tarmac est là le lundi. Voilà, c'est tout. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Et vous savez pourquoi ils sont là ? C'est parce que c'est la marque basket de Decathlon. Exactement. Et voilà. Et ils ont des produits à l'effigie de plusieurs des franchises des joueurs qui sont représentés sur ce magnifique visuel d'ailleurs. Tu crois ? Il y a du Warriors, il y a peut-être du Bulls, il y a des copains. Sixers, je suis pas sûr que ça. On va voir, mais Warriors et Bulls, c'est sûr. Warriors et Bulls, c'est sûr. Ouais, il y a les copains de Brooklyn qui doivent être bien contents. Il n'y a pas les Lakers. Ah merde, j'ai pas mis les Lakers sur le. Ouais, mince. Ni les Nets, sinon. C'est pas bon pour le business. Non, ce qui est sûr et certain, c'est que vous pouvez retrouver toute la collection de nos potos de Tarmac dans le lien qui est en descro. N'hésitez pas à aller checker, c'est comme d'hab. Le lundi, ça reste le meilleur jour de la semaine. Et donc, oui, on le répète, la semaine prochaine, vous retrouverez, sauf cataclysme, un top 10 all-time avec Bibi et Alex dans les poufs, Léon à la prod, etc. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Exactement, c'est tout ça. On est bon, on va pouvoir se retrousser les manches et vous demander évidemment à vous de participer à cet apéro parce que là on va s'éclater avec Alex, on va envoyer aussi nos podiums à une 50aine de matchs. N'hésitez pas à balancer vous vos arguments, que vous soyez fan de Denver, de Phoenix, de Chicago, de Philly, des Lakers, de Memphis ou d'autres franchises comme Golden State. Premier dossier, t'es prêt ? Allez, vas-y. Eh bien j'ai envie de rendre hommage à un garçon qui est devenu le shooter le plus prolifique de l'histoire à 3 points cette saison. Parlons du dossier de monsieur Stephen Curry, Alex. Beau dossier, gros dossier. Très sympathique. Je vais vous mettre les stats sous les yeux pendant que tu en parles un tout petit peu. Dans des Warriors, grosso modo, hein, je les ai, 26-6-6, quoi, hein, grosso modo, 26-6-6, l'ami Steph Curry. Dans des Warriors qui sont quand même très en forme cette saison, puisqu'ils sont deuxième de leur conférence devant les invincibles Suns. C'est ça, au moment où on parle. Au moment où on parle. Bon, Steph Curry, il a démarré la saison sur les chapeaux de roue. Il était en tête de la course pour moi. Ah oui. C'était mon c'est leader moins en évident. Ouais. Là, c'est moins évident. Parce qu'il y a eu des performances au shoot qui ont quand même nous ont fait dire ok, bon,
voilà, le volume est là, mais la réussite un peu moins. Clairement. D'ailleurs, ça se voit, il est à 42-43% de réussite au tir, ce qui est pas ouf. Il est en dessous de ses standards, puisqu'il est que à 38% à 3 points ou un truc C'est comme très ça. chaud. Ouais. Bon, 38% à 3 points, attention, il y a plein Non, de c'est joueurs très qui chaud. feraient C'est très chaud. carrière high. Tout à fait. Mais c'est très chaud quand même. Ouais, Par rapport au mais standard pour de Steph- Curry, c'est sa pire saison au shoot en de carrière. loin. Hein. Je veux De dire, loin. là, vous avez les stats sous les yeux. 42% au tir, salut Dion Waiters. On n'est absolument pas dans les standards de Steph, même si là, il y a eu la petite saison, on s'en souvient, merci Aaron Baines. C'était que 5 matchs joués, Ouais, mais là, donc il y à a que 40%. 5 matchs, ouais. 38% en effet, en prenant 13 par match. C'est vrai que Steph nous étonne de par cette saison où il a quelques coups de chaud, comme tu as dit, en début de saison. Et puis là, récemment, les fans de Houston, je pense, peuvent confirmer qu'il est capable de sortir de sa boîte. Mais c'est pas le Steph complètement pyromane qu'on avait pu voir par le passé, où les pourcentages vont avec le scoring. Ouais. Non, mais lui non plus. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a fait une fois dans sa carrière qu'il peut pas refaire comme ça. Tu vois, c'est compliqué. Ça reste le leader, le patron et le meilleur joueur d'une équipe ultra performante. Il Oui. rend les autres meilleurs. Oui. Il donne de la place aux copains. Wiggins est All-Star. Andrew Wiggins est All-Star. Attends. Je dis pas Andrew que c'est Wiggins, grâce. Pardon, Ouais. vas-y, Ouais. excuse-moi. Je dis pas que c'est grâce à Steph Curry, il faut pas exagérer, mais Steph Curry fait partie de cette réussite, clairement. Bien sûr. De par ce qu'il l'amène dans un collectif, de par ses mouvements, de par ses progrès aussi dans l'investissement défensif, bien sûr. qui font que le collectif Warriors est meilleur et qui font que du coup les votants, les médias, les joueurs et tout se disent quand même, il peut y avoir plusieurs Warriors All-Star Game, tout ça, blablabla, tu vois, donc ça joue tout ça. Donc sûr. l'influence positive de Steph Curry est celle d'un MVP. Ses stats, on va voir, il y a des gars qui ont des stats plus impressionnantes. Bien sûr. Des lignes plus impressionnantes, surtout en termes de pourcentage de réussite et tout. Donc Steph Curry fait toujours partie de cette course. Il est un peu moins bien placé qu'il ne l'était en décembre, hein, clairement. En décembre, moi, c'était celui qui avait récupéré mon vote, comme beaucoup de gens, parce qu'il était stratosphérique, qu'il y avait ce record avec Ray Allen qui le dépassait, qui était un petit peu le point d'exclamation sur son début de saison. Les Warriors, en effet, qui ont un excellent bilan. Je rigolais juste parce que Andrew Wiggins soit All-Star, tu le sais, c'est pas mon problème. Non, Andrew Wiggins est titulaire All-Star, d'accord ? Oui. Donc, non, mais c'est assez... Merci la Chine, merci la K-pop d'avoir voté en masse, mais ça n'enlève pas du mérite à Andrew Wiggins, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'en effet... de vote. Tout à fait, mais ça n'empêche On pas va en faire fait un que... apéro si tu veux, mais... Ah, on en fera un, t'inquiète. Ouais, mais ça n'empêche pas que Steph fait une grosse saison, que là juste il y a un petit coup de mou, et je suis obligé de le mentionner là tout de suite dans la course, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, quand même, avec ses pourcentages », mais non, il suffit que là, Steph retrouve des pourcentages de dingue, nous fasse un mois de mars de fou furieux, pour que, attention, il en mette 2-3 dans le rétro, parce que dans les points forts de son dossier MVP, il a le jeu, il a évidemment la carrure, il a les résultats des Warriors, il a les statistiques, donc il coche énormément de cases. Quelque part, les garçons qui sont devant lui, ou pas, on va voir après dans ton classement et dans le mien, ce sont des garçons qui sont soit plus forts statistiquement, ou soit ont été un petit peu plus réguliers, ou plus dominants. Mais sinon, Steph, s'il a un gros coup de chaud, ça peut repartir en tête numéro 1, moi je pense. Tout à fait. Pour moi, le fait qu'il soit un peu moins haut dans les MVP ladder dernièrement, c'est principalement dû à ses pourcentages au tir. Complètement. Donc c'est un petit peu ça le remonte point et que ça rouge, repasse vers les 30 points. Là, Ah bah ouais, s'il rejoint KD et compagnie dans la tête des meilleurs scores de la NBA cette saison, ça pourrait être chaud. C'est peut-être, Alex, le seul point négatif qu'on peut lui trouver, parce que bon, qu'il soit premier ou deuxième de la conférence Ouest, ça va pas, ça va pas le défoncer, surtout quand on parle des dossiers Suns dont on va parler après. Il n'y a pas un clear-cut représentant des Suns, il peut y en avoir plusieurs, alors que Steph, c'est le clair représentant des Warriors dans la course au MVP. Ouais, clairement. Non, mais Steph, il est là, hein. Il est là. Il est un peu plus en embuscade que qu'en tête de gondole, comme il l'était au mois de décembre, quoi, en gros. Je suis bien d'accord. Ça, c'est pour le dossier de monsieur Stephen Curry. Dites-nous évidemment ce que vous en pensez. On enchaîne ? Ouais. Eh bien, j'aimerais changer de conférence et parler de notre ami monsieur DeMar DeRozan, qui est donc le patron des Bulls, Alex, numéro 1 de la conférence Est. Qu'est-ce qu'on pense de son dossier ? Très bon dossier. Hein. Excellent. Très bon dossier. Bon. T'as dit le mot patron de la conférence Est. Les Bulls.
Oui, oui, je sais. Les Bulls, Mais patron. Non. oui, oui, hein? Les Bulls, patron de la conférence Est, non? Oui, 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 oui. Non, mais ils sont premiers. Patron, C'est les patrons. c'est à voir. C'est Ouais. à voir. C'est à voir si ça reste comme ça et tout. On l'a dit, c'est très serré. On verra. Ils ont le Heat tout près. Ils ont les Cavs, évidemment. Peut-être les Bucks, dont on va reparler d'ailleurs. Les Bucks, peut-être dans Dans cet apéro, dans tout à cet fait. apéro. Mais non, le dossier de l'ami DeMar DeRozan est excellent. Je remets les stats là sous les yeux. Hein. Ouais, vas-y. Pardon, hop, je vais remettre ça. Vas-y, pendant que je te laisse parler. Les stats sont excellentes, les pourcentages au tir sont excellents, l'attitude est très bonne, l'histoire est super aussi, on sait que ça compte hein, chez les votants. Dans la tête des votants, on est tous pareils. L'histoire, DeMar DeRozan, il arrive cet été, le transfert, il y a pas mal de gens sceptiques, par exemple moi, tu vois, moi je suis sceptique, moi je suis là chaud. Pareil. Pas forcément sceptique sur DeMar DeRozan, sceptique sur le fit, le machin, le truc. Ça fonctionne, il s'impose, il change des choses à l'intérieur de ses Bulls. Et il assume son rôle, il a été très très clutch. Un peu moins en vue, lui aussi, entre guillemets, depuis le mois de janvier. Tu vois, un peu moins. Un peu moins. Il y a des blessures sur les Bulls qui ont contribué à un coup de et tout machin. Et puis du coup ça nous fait aussi réaliser la qualité qu'on n'avait peut-être pas réalisé, la qualité globale aussi de l'effectif construit par Arturas Karnisovas. Des fois on oublie, tu vois, ah putain c'est vrai que Zach LaVine, c'est pas dégueulasse. Je rappelle que Zach LaVine, grosso modo, il a une ligne de stats similaire à celle de DeMar DeRozan. Mm-hmm. Ouais, franchement allez-y, hein, c'est à des 0,5 près. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est quoi, Zach LaVine lui aussi c'est un candidat MVP alors ou... C'est ça tout le débat, c'est qu'en effet quand tu présentes là le dossier des DeRozan, la story est évidemment trop belle, les moments forts sont inoubliables, le double game winner contre Indiana et Washington, ça fait partie des grands souvenirs qui vont rester dans la tête des votants parce que les résultats des Bulls sont très bons. Si les Bulls sont numéro 1 de la conférence Est, il y en a qui vont dire pardon, mais c'est intéressant que tu mentionnes Zach LaVine parce que quelque part, ça a pu déjà jouer ça dans l'histoire de la NBA, deux joueurs très très forts qui sont dans la même équipe parce que du coup ça équilibre. C'est-à-dire que les votants vont dire il n'y a pas une grosse tête qui prend vraiment le lead, ce sont deux très très forts garçons. Là on a mis DeMar DeRozan plutôt que Zach LaVine parce qu'il y a ses game winners, parce qu'il y a ses performances, parce que c'est le titulaire indiscutable dans le 5 majeur de représentant de la conférence Est All-Star Game, que Zach LaVine aussi aurait pu être titulaire, mais c'est vrai qu'il est un peu moins en vue là parce que depuis début janvier, il y a eu des blessures, des petites absences et puis aussi que DeMar DeRozan n'était plus autant sur un nuage parce que attends, l'autre il nous a fait un automne, c'était au paradis qu'il était très clairement, a assassiné absolument tout le monde. Donc les points un petit peu moins forts pour DeMar DeRozan quelque part c'est il y a aussi Zach LaVine dans son équipe, donc c'est pas le clear leader incontestable des Bulls. Je pense que ça doit jouer un peu dans son dossier. Ah ouais, le fait normal, que d'ailleurs. tout à fait, le fait que statistiquement comme Steph, il y a une petite chute par rapport à d'autres garçons dont on va parler qui sont intraitables numériquement. Par contre, sur son dossier, si les Bulls continuent à être très forts comme ça, il faudra peut-être qu'on en reparle. Pareil, un coup de chaud de DeRozan en mars, et ça peut être un peu comme le dossier de Curry. Ouais, ça peut. Un peu moins quand même. J'y crois un peu moins, moi. Pareil. Un super candidat, mais c'est un candidat au top 5. C'est ça. Je suis d'accord, c'est pas... no spoiler pour ton podium, mais c'est un peu ça le mood, quoi. C'est que faudrait que DeRozan ait là une fin de saison démentielle où les Bulls rattrapent limite les Suns et les Warriors pour le meilleur bilan de la NBA et qu'ils soient à 30 points de moyenne. Mais ça, j'ai du mal à le voir. Très très bon dossier, et puis surtout ce qui est extraordinaire, c'est tout ce qui se passe à Chicago, quoi. Ça, Bien sûr. C'est incroyable. Maintenant de là à dire que DeRozan va être MVP, c'est un peu compliqué. Pas franchir ce pas tout de suite, en tout cas moi. Alors j'ai envie de changer de dossier, si ça te va. Vas-y. Et qu'on parle d'un garçon que tu connais bien. Parce que c'est un sacré débat que certains alimentent en ce moment. On a mis Chris Paul, Alex, sur le visuel et on va montrer évidemment son dossier complet avec ses statistiques et la situation des Suns. Déjà, de base, Alex, j'ai mis Chris Paul plutôt que Devin Booker. Ton ressenti là-dessus ? J'aurais mis Booker. Mais franchement, ça me dérange pas qu'on mette Chris Paul. Ça me choque pas. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sera... Allez, peut-être que l'un des deux... Allez, peut-être plus Chris Paul parce qu'il a l'aura et tout, et que je trouve que Booker a encore un côté très sous-estimé, moi qui me fascine parfois. C'est le lieutenant de Chris Paul, c'est. Genre peut-être, c'est ça, genre il a de la chance de jouer avec Chris Paul. C'est vrai, il a de la chance de jouer avec Chris Paul. Ouais, mais quand même. Oh. Je montre les stats de Chris Paul pendant que t'en parles. Excellente saison de CP3, meilleur passeur de la NBA. Non mais
excellente saison, meilleur passeur, meilleur meneur. Hein. Franchement, il discute avec Curry en gros quoi. Il discute avec Curry en gros. Il y a un garçon dont on va pouvoir parler juste en bas là. Ouais, mais ce qu'il arrive à faire, bien sûr, on va parler de Ja Morant, bien sûr. Mais ce que Chris Paul arrive à faire à l'âge qu'il a, et en fait en dominant, en scorant quoi, 15 points par match, 15 points, 10,5 passes et un peu moins de 2 interceptions, toujours en étant surtout ultra clutch. Très clutch, très propre, et voilà, dans son leadership de ce qu'il a amené aux Suns et de tout ce que les Suns lui rendent. Enfin, il bénéficie aussi, d'ailleurs Devin Booker également, hein, mais les deux bénéficient de tout ce qui est mis en place aux Suns là depuis 24 mois, qui est juste complètement fou, quoi, tu vois. Genre, regardez le sourire de l'homme satisfait, l'homme heureux. Mais moi, je suis tout à fait réaliste là-dessus. Hein. Ce qui est en train de se passer, ça ressemble à ce qui s'est passé pendant plusieurs saisons, pendant beaucoup de saisons. Je sais pas si ça arrivera aux Suns, attention. Mais ça fait très Spurs. Et s'il y a bien vous êtes en train de prendre un modèle, c'est le nôtre, ouais, bien sûr. Oui, c'est pas une surprise. Bon, hein. C'est marrant parce que Monty Williams. Enfin, oui, bref. Ouais, tiens, c'est marrant. Bref, allez, dis donc. Qu'est-ce qu'il a? Mais d'où il vient, Monty Williams? Mais bien sûr. Enfin, il vient pas que de là, mais il y est passé. Il y est passé. Je monte le bilan des Suns pendant ce temps-là. À plusieurs niveaux, dans les mains de Popovich, je parle. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que collectivement, ce que font les Suns, c'est absolument incroyable. Et il y a des talents. Il y a des talents fous. Le talent est là. Le talent de Chris Paul à la passe. Le talent de Chris Paul pour faire la bonne petite action vicieuse au moment où il faut. Mais aussi le talent de Devin Booker pour dire pardon, bonjour, ah oui, mais attends, parce qu'en fait là, c'est vrai qu'on est un peu moins dedans, je vais mettre 48 points moi, vu qu'on est un peu moins dedans, comme ça on va gagner, puis on n'en parle plus. Hein, voilà, ça c'est bien. Ça jouait pas hyper. Les Suns ce soir ils étaient, mais ils ont gagné. Parce qu'à Booker, il a mis 34 points. Ah oui, il a pris 22 tirs. Bah oui, voilà, c'est Devin Booker. Et tout ça fait. Et Michael Bridges, tiens, le meneur adverse, c'est marrant, mais il a pas beaucoup bougé. Hein. Dis donc. Hein. Sauf si c'est Trae Young. Sauf si c'est Trae Young. D'ailleurs, les Hawks ont battu des excellents Suns. Il faut féliciter les Hawks là-dessus. Ils ont fait un grand match parce que j'ai vu beaucoup. Je suis obligé parce que Michael Bridges a pris la sauce, mais c'est normal. Michael Bridges a pris la sauce. La défense des Suns a pris la sauce parce que on parle beaucoup de Michael Bridges, mais souvent, il y a Jay Crowder, il y a Chris Paul dans les lignes de passe. Bien sûr, non, mais c'était une petite, c'était une dédicace. Devin Booker, il s'est mis à défendre. Ah, tout à fait. Alors, c'est pas Devin Booker, c'est pas Michael Bridges. Devin Booker, il est pas devenu Tony Allen, hein, mais putain. Non, bien sûr. Quand ça joue les Nets, Devin Booker, il se colle sur Kyrie Irving. Moi-même, j'étais là, genre, putain, d'accord. C'était pas si mal. Bien sûr, il a compris d'ailleurs ses responsabilités. Hein, c'était vachement bien. Sur le dossier, tout ça pour dire que je pense qu'il n'y a pas du tout de MVP aux Suns, mais qu'il y a 2 candidats à être dans le top 10. Ok. Voilà. Voilà ce que je pense. Et moi, je mettrais Booker plus haut que Paul, même si je sais que c'est une opinion pas très populaire, mais moi, je mettrais Booker plus haut que Paul. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, sur ce dossier, pour juste alimenter ce que tu disais, Devin Booker fait plus ou moins la même saison numérique que l'année dernière, ce qui n'aide pas forcément ce dossier, puisque on n'a pas, comme on vient d'en parler avec Demar DeRozan, ce côté story. Vous voyez, il y a 25,5 points, on est sur les mêmes standards, avec toujours du rebond de la passe, des pourcentages qui sont meilleurs à 3 points, mais moins bons au général. Je pense que, moi, de mon côté, je t'avoue que le côté chirurgical dont on a déjà parlé, on a fait des apéros Suns, le truc absolument terrifiant de jouer Phoenix quand tu mènes dans le 4e quart-temps, il est évidemment co-créé par Devin Booker et par Chris Paul. Il y a ce sentiment vraiment de patron de Chris Paul, qui l'a toujours suivi, hein, que ce soit du côté des Clippers ou avant à New Orleans, etc. Et donc c'est vrai que parfois, ça a tendance un petit peu à affecter l'image de Devin Booker, qui va être l'espèce de sidekick, alors que c'est absolument pas le cas, c'est vraiment un dragon à 2 têtes qui dirige la meilleure équipe de NBA. Moi, j'avoue que Chris Paul, pour moi, est le candidat MVP parce qu'il a été énorme depuis le début de saison, et que Devin Booker a un côté un peu plus coup de chaud récent, ce qui fait que d'ailleurs vous êtes injouable, parce que quand Devin Booker commence à chauffer... Ça fait déjà 10 matchs. Non mais tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que Devin Booker, il y a eu un début de saison où, on en parlait tous les deux, c'était pas le Devin Booker qu'on pouvait retrouver. Enfin, il était en 24-5-5 quand même, quoi. Tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que là, sur le mois de janvier, je pense que tu peux le confirmer, Devin Booker est passé dans une autre stratosphère, et donc du coup les Suns sont injouables, alors qu'avant ils étaient à la bataille avec Golden State. Oui, mais ils étaient à la bataille avec Golden State, alors que là, quand Devin Booker a commencé à chauffer, il a fait « Excusez-moi les Warriors, on va vous mettre dans le rétroviseur ». Et Chris Paul a été énorme depuis, je trouve, le début de saison, vraiment dès les premiers matchs, avec tout ce qu'on avait parlé au niveau contractuel, mais
malheureusement, que ce soit pour Devin Booker, dont la saison numérique est quasiment la même que la saison dernière, ou pour Chris Paul, on a vu, pour ceux qui ne le savent pas, on en avait parlé, on a vu que 2 MVP dans l'ère de la NBA à avoir le trophée de MVP en mettant moins de 15 points de moyenne. Il faut retourner à Bill Russell et à Wes Unseld pour faire ça. Même Steve Nash score un peu plus. Toi qui t'en souviens bien avec les Suns. Donc du coup, d'avoir un Chris Paul qui irait grimper dans la course MVP, moi je n'y crois pas parce que la production numérique, malheureusement, n'est pas suffisante. Oui, et parce que pour le coup, lui aussi, il pâtit d'avoir Booker. Enfin, je veux dire, tu vois, C'est du ça, coup, ça tu as des votants côté Suns, ils vont voter plutôt Booker que Paul. Bien sûr. Il n'y a pas un représentant évident du MVP dans la meilleure équipe de la ligue pour l'instant. C'est ça. Je dis bien pour l'instant parce que je t'ai trouvé dur avec les Warriors. Les Warriors, ils reviennent fort. Comment ça, j'étais dur avec les Warriors ? Non, mais je veux dire, par là, tu sais, on les a mis dans le rétro, les Suns, ils sont dans le rétro, mais ils sont là, quoi. Ah non, mais attends, qu'on soit d'accord. Quand je dis vous les avez mis dans le rétro, c'est que les Warriors avaient de la marge, disaient on va avoir le home court advantage au playoff. Voilà, c'est ça. Devin Booker, il est arrivé au bord de sa Cadillac et il en a un paquet et il a dit bonjour, vous êtes désormais dans le rétroviseur. Ça veut pas dire que ça va l'être ad vitam, c'est juste que là, clairement, il y a 3 défaites d'écart et que ce que font les Suns depuis Noël, là, par rapport aux Warriors, c'est après énorme. Le mois de novembre à 0 défaite, enfin. C'est absolument énorme. Donc, c'est juste ça ce que je disais, c'est qu'on va Non, voir si Golden State est capable de reprendre le lead de la conférence Ouest. Je pense que Devin Booker et Chris Paul ont envie d'être leaders de l'Ouest à la fin de la saison. Clairement. Et je pense que il n'y a pas de vrai gros candidat MVP aux Suns. Il y a surtout un vrai gros candidat au coach de l'année. Là où je pousserai un tout petit peu plus peut-être que toi, mais bon, ça c'est comme ça, c'est... Je pense que si les Suns finissent avec le meilleur bilan en effet de la NBA... Et que Chris Paul continue comme ça, sans blessure, avec un peu de repos, etc. Je serais pas étonné qu'il soit... Non, top 5, je pense. Top 5, déjà Chris Paul, ce serait énorme. Top 5, ce serait énorme, mais je te dis, pour le coup, par contre, ça sera compliqué de pas filer le coach de l'année. Même s'il y a des coachs qui font des trucs incroyables, je vous vois à Cleveland, je vous vois à Chicago, tout ça. C'est pour Monty. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là ? C'est pour Monty ou Bill. Les gars, arrête, s'il te plaît. Non, mais là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est... Oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est pas ce trophée que tu veux. Non, bien sûr, moi de toute façon, là, les trophées individuels, franchement, je les regarde, je serais très content s'il y a des mecs des Suns, si Michael Bridges, il est récompensé, ou au moins sur un podium un peu plus défensif, ou des trucs comme ça, tu vois, je serais très content, ça sera super, mais c'est pas du tout ça, l'idée, là. On n'est pas du tout dans ce délire, là. On est bien d'accord. Chris Paul, en tout cas, c'est le 3e dossier, on va devoir enchaîner. Ouais. Allez, vous savez ce qu'on doit garder pour la fin, donc on va s'occuper de monsieur Ja Morant. Oui, mesdames et messieurs, Ja Morant est dans un apéro. Deux candidats MVP en février 2022. On se demandait si c'était un des 5 meilleurs meneurs de la NBA en début de saison. Le débat, il est clos. Le dossier, il est extraordinaire. Meilleur joueur des Grizzlies. Spectaculaire. Production statistique. Les Grizzlies qui sont top 3 de l'Ouest. Alex, ce dossier, il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux. Un pourcentage au tir qui s'améliore. Ah non, mais il est très sérieux, Ja Morant. Attention, c'est un client très sérieux. Je vous montre les stats pendant que tu en parles. Tout à l'heure, je disais oui, meilleur meneur et tout, on peut discuter. S'il y en a qui ont envie de dire oui, en ce moment, c'est Ja Morant, le meilleur meneur de la ligue, franchement, ils ont des arguments pour le dire, tu vois, il n'y a pas de problème. 26 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne avec le jeu qu'il a, à quasiment 50% de réussite au tir, c'est extraordinaire, putain. Il est en feu, il est en confiance, le groupe est prêt à se défoncer pour lui. Tiens, en v'là de leader. Par rapport à un autre apéro qu'on a fait récemment sur une équipe qui joue en noir et blanc et du côté de New York. C'est pas les Spurs, ouais. Voilà, c'est ça. Là, en v'là l'autre il dit ah c'est moi le leader. Ouais, c'est moi le leader. Et lui, il a derrière lui des gars qui sont prêts à se tuer pour lui. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il est prêt à tout mettre en fait. Qu'il y a un moment où il y a des mentalités. Enfin bref. Les Grizzlies sont top 3 de la conférence Ouest. Celle-là, tu sais que Tyler Jenkins. Bien sûr. Ah oui, il faut qu'on en parle aussi. De toute façon, tous les garçons, et Jaren Jackson Jr. aussi, dans l'autre trophée à 4 lettres dont on pourra parler. Les Grizzlies dans leur ensemble. Mais à la différence de là, ce dont on vient de parler avec DeMar DeRozan et Chris Paul, c'est clair et net ce qui se passe à Memphis. 3e meilleur bilan de la conférence Ouest. T'es devant Utah, t'es devant Dallas, t'es devant Denver. Il va falloir tenir, évidemment, sur la durée pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Mais le patron indiscutable de Memphis, c'est Ja Morant, dans la statistique, dans le leadership, dans la production, dans tout ce que tu veux, dans ce qui représente, c'est Memphis. Et donc son dossier doit être pris au sérieux parce que, Alex, historiquement, on en avait déjà parlé, les MVP, hormis saison historique à la Russell Westbrook, faut quand même être podium de sa conférence, quoi. Oui, c'est ce que dit l'histoire.
C'est ce que raconte. Non, peut-être que cette année, vu que c'est l'année spéciale, hein, cette année, il est dur à faire le classement MVP. J'aime bien les MVP ladder là, qui sortent dans tous les sens, basés principalement sur de la statistique et des machins. Oui, mais il est dur cette année. Les votants vont avoir des vrais choix, quoi, des choix cornéliens, quoi. Ouais, il y a une putain et tout, tu vois, genre, il y a vraiment... je suis d'accord. Donc, Ja Morant a une carte à jouer, vraiment, réelle. Hein. Genre, Ja Morant, en fait, il est jeune, il est incroyable, la progression, elle est folle. C'est-à-dire qu'en gros, l'autre, il passe de meneur fort à potentiel à pas juste All-Star, à genre... est-ce que quand même MVP, Ja Morant, vu comment il porte les Grizzlies, enfin... Ah, mais il est sur le podium de sa conf. Pardon. Bien sûr. Non, vas-y. Il est sur le podium de sa conf, il a les stats. Bien sûr. On va parler de production statistique d'autres garçons qui sont aussi impressionnantes, mais par rapport à Curry, par rapport à DeRozan, par rapport à Chris Paul, par rapport à qui on a cité d'autres tout à l'heure, c'est tout. Curry, DeRozan, Chris Paul, les 3 candidats qu'on vient de faire. Bon, allez, mettons Booker aussi qui soit fait dans Chris Paul un peu quelque part. Bah, pour moi, Ja Morant est devant là pour l'instant. Ah, il est devant, puisque comme je le montrais tout à fait, il est à 26 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne, avec ses pourcentages, comme on disait, fous dans la raquette. C'est le joueur qui met le plus de points dans la raquette, alors que c'est un meneur, plus que Giannis, plus que d'autres garçons, plus que Embiid et compagnie. Et donc oui, en effet, il y a ce côté très Derrick Rose 2011, on a fait les comparaisons athlétiques, mais il y a ce côté très explosion de 3e saison, où en fait là, il est en train de mettre une franchise au centre de toutes les préoccupations. Memphis, c'est du box-office total, c'est l'équipe la plus fun de NBA actuellement, et donc, quelque part, j'ai envie de dire, Alex, les points noirs qu'il peut y avoir, les points rouges qu'il peut y avoir dans le dossier de Ja Morant, c'est il n'est pas numéro 1 de sa conférence. C'est-à-dire que Memphis est derrière Golden State et Phoenix, donc ça lui joue un petit peu, on va dire. Oui, mais il est quand même sur le podium. Hein. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, peut-être un des seuls arguments qui peut lui être reproché, et ça va peut-être le suivre sur les prochaines semaines, c'est trop tôt. C'est-à-dire qu'il y a déjà des votants qui commencent à dire « Oui, Ja Morant, c'est très bien, mais ça va venir. » L'année où Derrick Rose est MVP, il y avait de la bataille avec du Dwight Howard qui était correct avec Orlando, mais Chicago était numéro 1 de sa conférence, et LeBron venait de débarquer à Miami, si je dis pas de bêtises, et Miami n'était pas aussi clinquant que ça. Donc, j'ai l'impression que Ja Morant, s'il était numéro 1 de la conférence Ouest, l'apéro il serait déjà plié, mais là t'es 3e, ça joue quand même. Ah bien sûr. Puis il faut le rester. Je dis pas que les Grizzlies peuvent pas, mais c'est pas si simple. Il faut le rester et il faut qu'il espère qu'il y ait quelques monstres qui ne sont pas dans des classements collectifs encore trop hauts pour l'instant, que ça monte pas. Parce qu'on a quelques équipes là. Plusieurs, enfin moi je pense principalement à 3 équipes. Si elles commencent à remonter au classement parce que tout d'un coup ça se met à enchaîner quelques wins, le dossier de Ja Morant il sort du top 5 tout de suite presque. Hein. Complètement. Du top 5 peut-être pas, mais... Non, mais complètement. Du podium c'est sûr. Tout à fait. Non, mais je suis bien d'accord. Justement, vous le voyez là on va garder les 2 pivots là par la suite, parce qu'évidemment on va devoir discuter d'un garçon très très solide à Philadelphie et un mec pas trop mauvais au basket à Denver. Avant de parler de Jokic et de Embiid, Alex, certains se sont probablement taillé les veines en voyant qu'il n'y avait ni LeBron, ni KD, ni Giannis là de discuter. Parlons un petit peu de ces dossiers-là, parce que on en discutait en off, il y a des dossiers très très forts, dont notamment celui de Giannis. Parlons-en tout de suite. Oui, moi je le trouve très sous-estimé comme dossier, hein, personnellement. Hein, dans certains classements que j'ai pu voir, ou dans la façon dont est présenté le dossier Giannis. Ouais. Je monte ses stats pendant que t'en parles. Ses stats... ça pique quand même. Hein. J'ai envie de fermer cet onglet. 29 points, 11 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 interception, 54% évidemment dans la raquette et à mi-distance. C'est du Giannis dans le papier. Quoi. La question, c'est qui est vraiment... Les Bucks sont quoi, 4e aujourd'hui, 5e, 4e? Ils sont 4e, d'accord. C'est ce qui fait que le dossier est plus cher. Mais, d'accord, mais qui est vraiment devant Giannis Antetokounmpo en termes de dossier au MVP? Les 2 garçons dont on va parler après. Moi je trouve que ça cause de ouf. Oui, ça cause évidemment, mais tu veux dire en termes vraiment devant là comme ça, c'est obvious quoi. En termes de quoi, tu parles de quoi, de intrinsèquement, de domination sur le terrain, de dossier MVP, le dossier MVP. Milwaukee peut pas faire la saison qu'ils font et le dossier de Giannis est tout en haut. Pour moi, c'est pas possible. Milwaukee fait clairement une saison qui est en dessous des standards passés.
Alors, ils sont pas exécrables, hein, mais ils sont quatrième de la conférence Est et ils sont juste moins clinquants, ils sont moins percutants. Ce qui ne veut pas dire que Yanis est moins percutant, il est énorme. Il a déjà lâché des mixtapes. Mais, j'enlève rien à son niveau de domination. Je trouve que le fait que les Bucks soient moins bons, ça impacte clairement son dossier. D'accord. Je trouve. Parce que forcément, un mec qui a été MVP et qui était premier de sa conférence, et là, comme tu l'as dit, il y a des histoires qui rentrent en jeu. Il y a celle, comme tu le disais, de Demar DeRozan, il y a les productions d'autres garçons qui sont statistiquement peut-être meilleurs que Yanis, même si ça semble dur à concevoir. Du coup, ça discute. Par exemple, qu'est-ce qui fait que Joel Embiid a un moins bon dossier que Yanis? Eh ben, mais tout à fait, mais pour Les moi, les bilans sont dossiers similaires. sont dans des catégories qui se valent, en fait. Eh ben, les Tout à stats fait. aussi, hein. Ah mais bien sûr. Les stats aussi, enfin... Et les stats on aussi, peut- tout à fait. C'est quoi les stats de Joël? Ah bah les stats de Joel, on va y venir. On va y venir juste après. Parce que je Est-ce voulais qu'elles sont juste faire ce tellement partage. meilleures que les stats de Yanis? Honnêtement, j'ai pas l'impression. C'est tout un débat. Bah, moi je suis pas C'est- sûr. Hein. C'est parce que notamment il y a ce côté meilleur scoreur de la NBA qu'il est en train de prendre Mais à la il main. score- Joel Il Joel score Embiid, tellement mais c'est- plus que Yanis? Non, ouais. non, non, ça se joue à des dizaines. Mais c'est parce que c'est la Des dixièmes, tendance. ouais. C'est aussi Ouais. parce que les victoires s'accumulent plus à Philly. Disons que quand tu es aussi impactant dans des victoires régulières, du coup, c'est ce qui fait la différence. Et on en parlait avec Steph qui peut prendre chaud et nous faire un gros mois de mars. C'est clair et net que si Yanis et les Bucks font un gros mois de mars et qu'il est joueur du mois, putain, on va se regarder, on va dire, bah, il est MVP l'autre. Mais le problème, c'est que Milwaukee, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait 5 victoires de suite? Non, bah c'est quand on avait fait l'apéro sur eux. Mais On c'est appelle quand ça un hein. curse. Mais attends, les Sixers, ils sont pas non plus en train de Non, faire mais- des séries de victoires de ouf, hein. Qu'est-ce que je comprends pas le délire là. Joel Embiid est le joueur du mois de janvier où ils ont un excellent bilan et où ils ont eu plusieurs victoires consécutives et à domicile et à l'extérieur. Ils ont été quand même assez énormes, les Sixers, par rapport aux Bucks, collectivement, autour d'un seul joueur. C'est ce qui fait la différence des dossiers, et on va y revenir sur Embiid. Mais je suis d'accord, Yanis, on a tendance à le prendre pour acquis, parce que l'autre, il a déjà Ah deux ouais, trophées ouais. de MVP, donc on dit, Ouais, c'est ouais, ça, bah ouais. attends... C'est vrai bon. qu'Embiid, c'est un peu nouveau. Ah bah oui, Enfin, nouveau, je veux dire, on sait il y a une qu'Embiid nouvelle est très dimension. fort. Il y a une Oui, nouvelle dimension. nouvelle dimension, tout à fait. Mais cette nouvelle dimension, en gros, moi je trouve que Embiid, avec sa nouvelle dimension, il vient de rentrer dans celle de Yanis, en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais Je c'est juste que trouve c'est pas marrant qu'il que tu soit mentionnes- genre en train de faire tellement au-dessus. Ah, bien sûr, mais c'est marrant que tu mentionnes ça parce que c'est souvent un dossier qu'on a donné. On va parler de LeBron. C'est LeBron souvent qui a été pris pour acquis C'est et clair. qui était à Ils, sont dans 28. ils viennent de rentrer tous dans la dimension de LeBron, t'as raison de le préciser. Bah, ou plutôt, je trouve que c'est Yanis qui est rentré dans la dimension de LeBron, c'est-à-dire, vas-y, c'est bon, tu l'as déjà eu 2 fois et tu fais tous les ans les mêmes stats. Mais oui, mais mec, je suis trop 29-12 impactant. à 29-12, ouais, mais ils sont que quatrième. Bah ouais, mais, bah oui, mais 29-12-6, là je viens de Bien regarder. sûr, bien sûr. 29-12-6, Yanis, putain. Ouais. 29-11-6. Mhm. Et Joël, 29-11-4. bien sûr. Mais ce sont les dimensions, comme tu sais. Ce sont les dimensions qui font la différence, c'est-à-dire le jump que tu as fait. Parce que tu le sais comme moi, un trophée de MVP, ça prend aussi qu'est-ce que tu as fait comme progression. Et c'est pas comme si Yanis avait fait des progressions Non. extraordinaires par rapport à une saison où il n'a pas été MVP. Et donc c'est ça qui, je pense, impacte. C'est à la fois les résultats des Bucks et le fait que Yanis continue à faire du Yanis et que les gens sont blasés parce que Yanis continue à faire du Yanis, en fait. Mais le dossier doit pas être sous-estimé, je suis d'accord. On a trop tendance à dire Yanis c'est comme ça. Moi j'ai très hâte de voir si le mois de mars des Bucks et du Freak vont être énormes parce que sinon il va arriver, il va faire les gars. C'est moi en fait. Les Bucks peuvent être premiers de la conférence Est. Hein. Bah ouais. Alors si les c'est Sixers, le cas. j'y crois un peu moins. Tout à fait. Après, je Bien peux me sûr. tromper, hein. Ah non, mais on va parler après de Joël. Yanis, ce dossier, c'est à peu près réglé. KD et LeBron, Alex, on a 2 joueurs énormes individuellement, statistiquement, mais oh, bilan d'équipe. Bah, Jack AD, il faudrait qu'il revienne en jeu. Blessure. et LeBron, bilan pareil. Ouais. Et puis là, les Lakers, le bilan d'équipe, ça commence vraiment à être compliqué. Je veux dire, même à l'époque, quand LeBron, bon, il n'y avait pas AD, bon, après, on peut toujours dire ils sont pas au complet et tout, machin, bon, on s'en Non, fout, non, on n'est mais- pas là. Mais même quand LeBron envoyait des trucs très très sales, ça perdait. Hein. Bien sûr. Donc, non, LeBron hors course, KD hors course. Ouais. KD, pour moi, il est passé de leader à hors course, là. Assez Et il rapidement. peut peut-être revenir dans la course, mais ça va être très compliqué. C'est tellement compliqué, je suis d'accord, parce que c'est des garçons qui là, ont un tel chemin pour reprendre le podium de leur conférence que c'est chaud. Je mets juste évidemment sous les yeux des gens cette magnifique ligne de stats de LeBron James en saison 157 de sa carrière. 29,1 points, 8 rebonds et 6 passes, toujours à plus de 50% au tir, 35% à 3 points. Malheureusement, les Lakers, ça va pas du tout. Pour KD, comme tu le disais, je crois que c'était ton vote fin décembre, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était oui, KD c'est ce que je dis, ouais. le patron, moi j'avais mis Curry.
Moi, j'avais mis KD parce qu'à l'époque, les bien Nets sûr, étaient vraiment là et je trouvais que vraiment. D'ailleurs, je m'étais pas trop trompé sur le côté valuable parce que quand on voit comment ça se passe quand il est pas là. Ouais. 29 En même points, temps, 7 rebonds on et sait 6 que passes. KD est valuable, hein, j'ai rien inventé. Hein, KD est valuable, il est valuable. Non, 29 points, 7 rebonds, 6 passes à 50%, 38 et 90 au lancer. pour moi, son dossier est en train d'exploser en vol. Ouais, normal. C'est pas fini, hein, il peut revenir, il va revenir et on verra comment ça se passe au niveau des Nets et tout, mais ça va pas être facile de rattraper les gars qui lui sont passés devant là. Je suis d'accord. Et donc, on en vient à nos deux derniers dossiers. À vous de voir s'ils sont sur votre podium ou pas. C'est juste qu'on les a mis en dernier, c'est comme ça. Parlons en premier de monsieur Joel Embiid. Tu en parlais à l'instant. On est sur un Joel qui, numériquement, on peut se dire « Oh, la progression, elle n'est pas dingue par rapport à la dernière ». C'est évidemment le contexte qui aide le dossier de Joel Embiid. On n'a pas de Ben Simmons. Et Joel Embiid est en train de rouler sur les gens. Joueur du mois, en décembre, en janvier. Quasiment, là c'est 29 points et 11 rebonds sur la saison, mais la dernière fois qu'il a mis moins de 30 points, Alex, je pense qu'on était chacun au collège, parce que c'est ouf. En ce moment, Joel Embiid peut s'asseoir à table et dire « Je suis le meilleur joueur de la planète actuellement ». Il peut, par rapport à son niveau de jeu s'asseoir à actuel. la table, mais il y a des gens à la table. Hein. Tout à fait, mais là, en ce moment, quand on voit ce dont on parlait, Embiid est à un niveau de domination qui est extraordinaire dans sa carrière. Ah oui. Ah oui, non, mais il est dans son prime. En plus, physiquement, ça va bien. Là, on voit bien, il a trouvé le Mental. Il a trouvé le bon équilibre taille, poids, déplacement. Il y a eu des périodes, je le trouvais un peu balourd, le Embiid. Ouais. Il y a d'autres périodes, je le trouvais peut-être... Enfin, voilà. Là, je trouve qu'il y a le bon équilibre. On voit dans ses spin moves, dans son footwork, dans sa façon de courir, prendre les coast to coast. Et tout, Rien n'est machin. gâché. Non, c'est vraiment propre. Il est en pleine confiance. Le fait qu'il n'y ait pas Ben Simmons, tout passe par lui en attaque, surtout qu'en plus il n'y a pas Tobias, enfin vous m'avez compris, mais Tobias Harris c'est quand même pas... Sur l'ensemble de la saison. Récemment ça va mieux, mais sur l'ensemble Récemment de la saison, ça c'est va pas mieux, top. mais sur l'ensemble de la saison on peut pas dire qu'il est un apport offensif quand même habituel, hein, quand même. Bah, Ça en fait, va un peu c'est- mieux là. En fait, c'est bizarre, il fait quasiment ces mêmes stats, mais c'est juste que l'impact n'y est pas. Quoi. Ouais, je sais pas, quand on regarde les matchs, on peut Ah non, parfois c'est dans être les sur matchs. notre Clairement, faim. clairement. Les jeunes autour, voilà, tout le monde est bien parce que Embiid domine comme un porc au poste bas. Il domine défensivement, il défend vraiment très très bien. Hein, Joel Embiid, faut pas l'oublier ça. Hein. Et là, voilà, il est dans une sorte de moment de plénitude technique, offensif et physique, sur lequel Philly doit absolument s'appuyer et qui peut être une bonne occasion pour lui filer un titre de MVP. Hein. Je suis pas en train de dire le contraire. Hein. Non, bien sûr. Je trouve ça vraiment monstrueux ce qu'il est en train de faire. Sur le bilan, évidemment, vous voyez Philly actuellement, hein, c'est updaté depuis qu'on a fait cet apéro, mais on a cette place dans le top 5 de la conférence Est, ça bouge beaucoup. Hein. Ils étaient 3e avant-hier, ça peut basculer. Si Embiid continue sur ce rythme et que les Sixers gagnent beaucoup de matchs et sont sur le podium de la conférence Est, attention. Attention parce que là, beaucoup de votants vont se dire c'est la saison sans Ben Simmons, il est énormissime là depuis début décembre, on ne peut rien faire contre ce mec et il explose la plupart de ses match-ups. Donc il y a un côté très Shaq en ce moment quand on voit Embiid, c'est-à-dire n'importe quel intérieur qui se retrouve devant lui va prendre une sauce mémorable et quand on vient doubler, il trouve les bons copains parce qu'il a fabuleusement progressé dans son jeu de passe, ça se voit notamment numériquement et pas que dans les stats, dans le jeu. C'est un des dossiers qui a le plus de hype en ce moment, en tout cas, Embiid. Ah, la hype, ça, il n'y a pas de problème pour lui. Ça, on a bien compris. Ça, il n'y a pas de souci. Il a la hype. Je sens qu'il ne sera pas sur ton podium. Je sens que Joel Faut Embiid... pas exagérer non plus. Je sais pas. Mais non, pas du tout. Mais c'est clair, tu as bien dit le mot. C'est vrai qu'il a la hype. Indéniable. Et il a la hype parce qu'il domine, parce que ça se voit, parce que c'est physique, parce que Très, ça très se voit fort. que les mecs arrivent pas à défendre, ils sont obligés de faire faute. Et en plus, il envoie du fadeaway, du turnaround, il a un toucher incroyable avec du footwork. Il est incroyable, Joel Embiid. Ouais. Mais putain, pour l'instant, les Sixers n'ont pas un bilan qui emmène un mec sur la case MVP comme ça. Je dis pas qu'il peut pas l'avoir, et pour moi, s'il finit sur le podium, mais il est MVP tout le temps. S'il finit sur le podium, ça va être impossible de ne pas lui filer le MVP et ça sera normal. Mais encore faut-il finir sur le podium. Et c'est ça, il faudra finir. Donc, quelque part, le point rouge, ça va être le bilan des Sixers parce qu'il a la domination, qu'il n'y a personne qui vient le gratter au niveau du leadership. Certains ont vu le duel face à Luka Doncic. Peut-être que certains vont nous dire pourquoi vous n'avez pas mis Luka. Luka, on va voir. Mais la deuxième partie de saison peut nous faire monter Luka Doncic aussi dans les classements parce qu'il recommence à trouver son rythme offensif. Ouais, déjà. Il a déjà que 22 ans, l'autre. Il a que Ouais, 22 ans, on dit... Ouais. À qui? À quoi? Il est en 27-9-9. Oh, Ouais. il est même pas en triple-double.
Et vu comment ça va pas pour Utah en ce moment, pour peu que Dallas remonte au classement, hein, je rappelle que Dallas a quand même un petit travail à faire quand même pour aller rattraper et Utah et Memphis. Mais attention à Luka qui, notamment sur la match-up face à Embiid, a été énorme. Puis Dallas, pas mal, hein. Et Dallas Mavericks, c'est tellement moins bien que les Sixers. Non, bien sûr. C'est pour ça que la match-up était intéressante en début de week-end. On va terminer avec un dossier serbe. De monsieur Nikola Jokic. On doit évidemment terminer avec le MVP en titre. Je vous montre les stats pendant que Alex en parle de ce dossier. 26 points, 14 rebonds et quasiment 8 passes de moyenne à 58% au tir, 39% à 3 points, 3 fois rien. De la défense, du leadership monstrueux. Il n'y a pas Jamal Murray, il n'y a pas Michael Porter Jr. Nikola Jokic, quasiment tous les soirs, c'est le meilleur joueur sur le parquet. Je sais même pas... Enfin, tu veux dire quoi sur Jokic ? Pour moi, statistiquement, c'est le dossier le plus impressionnant. Je pensais pas qu'il tiendrait ce rythme là encore, en fait. Quand il avait déjà ce rythme en fait en début de saison. Moi, je pensais pas. Je pensais que c'était une streak. Ouais. Tu vois, genre pas une saison. Ouais. Ça ressemble à une streak. Le mec est chaud. Le mec, il est chaud tout court. Il est tout le temps chaud, en fait. Non, il est extraordinaire, Nikola Jokic. Statistiquement parlant, en termes de ligne de stats individuelles, pour moi, c'est le plus MVP de tous. Statistiquement parlant, c'est... Attends. 26, 14, 8. Ah non, mais c'est énorme. Ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. Non, mais bien sûr que c'est pas. C'est immense. Ça n'existe pas. Ouais. La maîtrise du basketball, le côté gestion, organisation pour un pivot... Qu'est-ce que c'est que ce délire là ? C'est un nouveau jeu. Il y a un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu à Denver. C'est un autre basket. C'est un autre sport. Qui n'a jamais vraiment existé avant, qui n'existera peut-être plus jamais après. Ça s'appelle le Jokic. C'est différent. C'est pas la même chose. C'est incroyable. Bon, clairement, il a un truc en lui. Un truc qui est en train de se passer, parce que lui non plus, il n'est pas si vieux que ça. Hein, Niko Jokic, quel âge il a ? Niko Jokic, Niko Jokic, 28 27 28 Il a 26 ans. 26 ans, putain. Ouais, il est plus jeune qu'Embiid ? C'est un 95. Embiid, il a 27 ans. Je rigole, c'est nerveux. Sans déconner. C'est quoi ces deux pivots, d'ailleurs, au passage, qui sont en train de rentrer dans leur prime ? Ça, on va en parler. Ouais. Donc après... Franchement, le bilan des Nuggets n'est pas du tout un bilan de MVP. Ah bah c'est son plus gros, je vous le montre maintenant, c'est le plus gros point faible sur son dossier. Ouais, clairement. Après, il n'est pas non plus si loin que ça numériquement du top 4. On va voir comment le Jazz se comporte, les Mavs et tout. On va voir s'il y a du Jamal Murray qui repointe le bout de son nez à un moment donné ou pas. Denver est plus proche du play-in que du top 4. Hein. Ouais. C'est la réalité malheureuse des Nuggets. Hein. Après, Philly, tout est serré aussi, en fait. Ah non, mais je compare pas Embiid et Jokic, j'ai juste sur son dossier. Si, on compare Embiid et Jokic, c'est normal. Non, mais tout à fait. Philly, c'est un peu mieux au niveau du bilan collectif. Le positionnement à l'Est est un peu meilleur que celui des Nuggets à l'Ouest, on va dire. Je voulais juste, avant de faire la comparaison, faire le dossier intrinsèque de Jokic. C'est-à-dire lui où il en est, et donc notamment le fait que lui est plus proche du play-in que du top 4. Si Denver est top 4, ça passera par une chose pour moi, c'est le retour de Jamal Murray début mars, que tout le monde attend. Et Denver... monte dans des stratosphères là sur la fin de saison qui les rend ultra flippants à l'approche des playoffs. Mais c'est quelque part le seul point faible qu'il peut avoir parce que leadership, production statistique et le fait que le mec est trop fort tous les soirs sur le parquet, c'est déjà coché par Jokic. Il est trop fort. Ouais. Il peut s'asseoir à la table des meilleurs intérieurs et dire enchanté Yanis, salut AD, bonsoir Embiid, c'est moi le patron. Il est en capacité de dire ça et personne va dire c'est un scandale. Tu peux dire pareil, comme Joel Embiid, je l'ai dit tout à l'heure, Nikola Jokic peut dire je suis le meilleur joueur de la planète actuellement. Parce qu'en plus, on a tendance à beaucoup parler en attaque, mais défensivement, il fait un taf monstrueux et Mike Malone le dit, c'est le patron de notre défense. Mais ce bilan ne rend pas son dossier pour moi vraiment crédible, hélas, alors que lui est énorme. Mais tu peux pas. Genre Nikola Jokic, pour moi, c'est trop compliqué d'être 6e à l'Ouest. La dernière fois qu'on a vu ça, Alex, on l'a dit, c'était avec Westbrook, il était en triple-double de moyenne. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est un peu comme Embiid. Hein. Moi, si ça reste 5e, tu vois, genre de l'Est, je vais avoir du mal quelque part à me dire bon, c'est lui le MVP. Tu vois, c'est vraiment triste d'ailleurs pour ces deux joueurs parce que
c'est pas de leur faute. Hein. Tu vois ce Non, que tout je à veux fait. dire? Genre, Ouais, bien sûr, il y en a un, on lui a enlevé un gros joueur qui fait la gueule et tout, c'est un peu le bordel, hein, Ben Simmons, et l'autre, bah, il a son meneur qui est blessé, tu vois, genre. Et c'est ce qui rend leur saison magnifique d'ailleurs, c'est que tout à fait, t'as raison de le mentionner, ce sont deux patrons qui disent fuck le contexte. En fait, je vais juste défoncer la concurrence. On va mettre la franchise sur mon dos. Donnez-moi tous les mecs qui sont dispo là au 8-8 et au Carrefour. Et en fait, on va faire une saison de malade. Mais c'est pas le haut de la conférence. C'est pas le top 3, quoi. Non. Et ça, c'est toujours une réflexion. Et Jokic, il y a un autre bémol, c'est qu'il est MVP en titre en plus. Te filer le back-to-back MVP si t'es genre que 5ème ou 6ème de ta conf, alors là, ça serait un truc vraiment bizarre. T'es d'accord? Tout à fait. Lui, on peut dire qu'il fait une meilleure saison individuelle que la dernière, ce qui était déjà extraordinaire parce qu'on se disait l'an passé, comment est-ce qu'on peut jouer comme ça? Donc il joue encore mieux. Mais là, c'est sûr que c'est tendu. Est-ce qu'on se ferait pas un petit podium? Allez. On se fait un podium? Allez. Vous pouvez le faire aussi au moment où on parle. Nous sommes avant la période du All-Star Break, donc il restera une grosse vingtaine, 25 à 30 matchs joués par franchise. Qui est sur votre podium du classement MVP? On va faire 3-2-1. Tu l'as ton podium ou pas? Ouais, je pense. Tu penses? C'est quoi? C'est mon podium de qui je pense va être sur le podium à la fin de la saison. Aujourd'hui, tu es devant la caisse, tu as ton bulletin et tu as marqué 1, 2, 3. Ah, aujourd'hui, je me projette pas sur la suite de la saison? Non. Là, aujourd'hui. Ah, si tu veux, on peut se projeter. Comme tu non, mais parce que, tu sais, comme on n'a pas arrêté de dire des trucs du genre, ouais, si les Sixers, ils sont podium. Ok, vas-y. Ouais, Embiid, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, Curry, si les Warriors se remettent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on s'est beaucoup projeté, donc. On peut faire ça. C'est pour ça que je pose la question de savoir ce qu'on fait. Mais très bien. Faisons ça, faisons de la projection. Vas-y, je t'en prie. Là, comment ça va se passer? Quels vont être pour toi les 3 mecs sur le podium MVP à la fin de la saison, quoi? Alors. Ouais. Ok. Arrête avec des juntés. Hein. Non, c'est bon. On va faire le 3e. Ouais. Alex, qui est le 3e dans cette projection, donc des NBA Awards et des patati patata, qui est ton 3e de la course au MVP? Jokic. Ok. Enchanté. Je pense que je vais mettre Yanis. J'explique un peu et puis après tu me diras pourquoi tu mets 3e Jokic. Juste pour Yanis, Milwaukee a la possibilité vraiment, on va en parler après, d'être vraiment mieux sur la deuxième partie de saison et avec et Middleton et Jrue Holiday retrouver leur rythme. Voilà, je pense qu'ils peuvent mettre un run en mars. On va se dire genre putain, le dossier Yanis en fait c'est chaud, on y va. Mais il a déjà eu plusieurs fois le trophée et les Bucks sauf un run extraordinaire all-time à la fin de saison, ne feront pas une meilleure saison que la saison dernière. Enfin, je veux dire, ils seraient capables d'être équivalents à la saison dernière en régulière, mais je trouve qu'il n'y a pas d'élément de véritable progression. Je trouve pas que, et collectivement et individuellement, il y a une véritable progression de la part de Yanis. Donc, même s'il fait une dinguerie là, je crois que la plupart des votants aussi vont dire on ne va pas se baser, entre guillemets, sur une excellente base de début et un gros finish pour te filer le trophée. Donc, je le mets quand même sur mon podium. Je pense que les Bucks vont faire le taf. Yanis est 3e. Okay. Toi, en 3e, tu mets Jokic. Ouais. Oui, parce que je pense que dans cet Ouest, là où il y a quelques équipes qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui vont continuer à carburer, voire carburer un peu mieux en deuxième partie de saison, je pense que c'est pas si simple pour les Nuggets, même avec le retour de Jamal Murray, d'être tellement mieux que genre 4e, ça paraîtrait un truc de ouf aujourd'hui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es d'accord? Aujourd'hui, si on te dit les Nuggets vont finir 4e de l'Ouest, tu fais putain, bah tant mieux pour eux, quoi. C'est bien, quoi. T'es d'accord, hein? Et ça, pour moi, c'est un énorme point bloquant pour le dossier Jokic, surtout qu'on parle d'un MVP sortant. Yanis, il n'est pas MVP sortant, hein. Ah non, clairement. C'est Jokic le MVP sortant. Donc, ça me le met sur le podium, parce que sa saison individuelle le met, enfin, je veux dire, sur le podium, quoi. Après, s'il y en a qui veulent le mettre 2e, bah tant mieux. Pour moi, il peut pas être MVP, déjà. Voilà. Donc, je le mets sur mon podium, mais je peux pas le mettre MVP. Voilà. 2e. Deuxième. Il va nous faire. Vas-y, va jusqu'au bout de ton idée. Joel Embiid. What the fuck? Ouais.
tu nous as mis en 1? Bah, Ok. Joel Embiid, tu le mets en 2. Si je me projette juste... c'est pour ça que j'ai insisté sur ce qu'on faisait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si je me projette... Putain, je suis entre Jokic et Steph. Parce que tu sais que Steph, il peut nous faire une dinguerie de deuxième partie de saison, là, genre bah. Vas-y, Jokic avec le retour de Jamal Murray, là. Non, Steph. Allez, hop. Désolé, Jokic. Putain, les fans de Denver vont être en PLS. Je les laisserai discuter avec toi. Steph, s'il fait une dinguerie de deuxième partie de saison, ouais, je pense que le dossier peut reprendre. Genre, les votants, ils vont se dire Golden State est top 2 de la conférence Ouest, top 2 de la NBA, et l'autre, il est à 28 points de moyenne avec des pourcentages de malade. Il a encore mis des game winners. Mais ça dépend vraiment de Steph, qui n'est pas du tout le Steph qu'on a été capable de voir précédemment. Et quand je dis pas du tout, j'insiste, c'est assez violent, mais il n'est pas en tout cas dans le côté énorme de son début de saison. Allez, on va compter sur un Curry qui se réveille. J'y crois, et je pense qu'il accompagnera notamment Monsieur Giannis sur le podium. Donc toi, du coup, allons-y. Qui tu as mis en... Enfin, à moins que tu veuilles développer, mais partons peut-être sur le 1 et puis débattons. Moi, je mets Giannis. Tu penses que Giannis va être MVP cette saison ? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. J'arrive pas à le Je voir. pense que le contexte... moi, je pense que le contexte est un contexte compliqué pour les votants. Et je dis pas que les mecs vont pas voter Jokic en masse ou Embiid en masse. Je mets Steph plutôt en sleeper, moi, parce que je suis complètement d'accord avec ton raisonnement. Qu'est-ce qu'on va faire si Steph se réveille un peu avec les Warriors, limite, il recolle aux Suns, tu vois, genre... parce que c'est pas non plus un écart de 15 matchs qu'il y a entre les deux équipes, tu vois. Clairement. Après, bon, ça carbure, mais voilà, non, il joue très très bien. Donc, je suis d'accord, je le mets en sleeper, allez. Giannis est ton MVP, ouais. Ouais. Parce que je pense que les Bucks, vraiment, genre, c'est quoi genre, ils sont pas très bons, pas réguliers, ils sont quand même encore 4e, là, 3e, 4e, 5e, 2e des fois. Enfin, c'est très serré, l'Est. Et je pense qu'à aujourd'hui, et on va voir comment, mais là, t'as Middleton, bon, il a été sélectionné All-Star. Moi, j'étais surpris, perso, je sais pas pour toi, mais bon, voilà. J'avais mis, mais bon, c'était une histoire de forward à la con aussi, mais bref. Ouais, voilà, c'est ça, on en reparlera des All-Stars. Ouais. Jrue Holiday et tout. Il va peut-être y avoir un petit travail à la deadline du management des Bucks pour bricoler un peu à l'intérieur. On va voir comment ils vont travailler tout ça, mais les Bucks, on le sait, ont des grosses ambitions. Les Bucks sont pas là pour regarder les autres leur prendre leur titre. Les Bucks sont là pour défendre leur titre. Et dans ce cadre-là, on a un Giannis Antetokounmpo qui, je le rappelle, est dans la même sphère que Joel Embiid et Niko Jokic. On a trop tendance à l'oublier. Genre, limite, les 3 lignes de stats, tu les mets côte à côte. Moi, personnellement, je pense que c'est celle de Jokic la plus incroyable des 3 lignes de stats. Oui, c'est tellement kiff-kiff entre les 3. Mais putain, les 3 sont énormes. Giannis, c'est quoi cette ligne de stats de dingue enfin, bref, c'est un truc de malade mental, en fait, sa ligne de stats. Et il va continuer à la faire, sa ligne de stats de MVP. Donc, et s'il y a bien une équipe pour laquelle je crois qu'il peut y avoir un bon petit coup de boost en mode tiens, ça y est, nous on est prêts en fait, parce que nous on se connaît bien là tous là. On est en équipe nous, puis on est tous là. C'est sûr, c'est ce qu'on attend d'ailleurs. Ça fait des semaines qu'on attend. Et d'envoyer un truc sale, ouais, ça fait des semaines qu'on l'attend. Bah moi je dis que s'il tombe, Giannis il est MVP. Parce que les autres auront des voix, et ça sera serré, mais... il y aura leurs bilans collectifs qui pèseront, il y aura des choses... Ou alors, à un moment donné, les votants, un peu comme ton raisonnement sur Steph, ils marchent pour Giannis, en fait. C'est qu'il y a un moment où, si Milwaukee se met comme ça et tout, et avec le Giannis qui va... Enfin, je veux dire, si Milwaukee se met à pousser très fort, c'est que Giannis, il aura, à mon avis, maintenu sa ligne de stats. Je sais pas ce que t'en penses. Bien sûr, mais si Milwaukee et Golden State font tous les deux un run, tu le donnes à Curry ou à Giannis ? C'est parce que je crois peut-être plus facilement... C'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Je me dis que... Parce que le bilan sera meilleur d'un côté que de l'autre, Le bilan sera meilleur à l'ouest. On est d'accord. Wow. Tout à fait d'accord. Par contre, Milwaukee peuvent carrément... Ils peuvent être premiers à l'est, Milwaukee. Bon, les Warriors aussi. Oui, mais putain, tu préfères aller chercher les Bulls ou les Suns ? Non, bien sûr. Non, sur cette saison-là... Je suis d'accord. Je respecte ton vote. C'est juste que je serais assez halluciné, évidemment, de voir les... Je serais pas étonné que les votants soient blasés en fait, voilà. Ouais, ça t'as raison. On a affaire à du vote, on a affaire à aussi beaucoup d'humains là-dedans et tout. Mais ça n'enlève en rien la saison énorme de Giannis. Mais voilà. Et si Milwaukee continue à bagnoder comme ça là autour de la 4e place,
Moi, je comprendrais, et je trouverais ça normal. Limite, Yanis serait en bordure de top 3, voire il se fait piquer sa place sur le podium par un mec. Tu vois, pourquoi pas? Si Milwaukee commence à envoyer du sale avec ce Yanis qu'on prend pour acquis, alors que le mec, il est à peine dans son prime, on le prend déjà pour acquis. Enfin, il faut se rendre compte du délire que c'est, quoi. Ah, bien sûr, Donc, bien sûr. Non, mais le dossier va être hyper intéressant à suivre. Je suis d'accord. Beaucoup de ces joueurs, d'ailleurs, sont tributaires de leur réussite collective, en fait. Ah bah, il faut. Dans notre discussion, là, quand même, hein, c'est assez indéniable. Hein. Ça fait des semaines qu'on attend ce fameux run des Bucks. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, évidemment, sur comme tu disais, la trade deadline à venir, avec quelques modifications à faire au poste de pivot, avec cette absence de Brook Lopez, même en présence de Jrue, Giannis et Chris Middleton, il y a eu des défaites frustrantes. C'est pas non plus comme si les Bucks étaient hyper réguliers dans leurs résultats. Donc oui, ils sont capables de faire un run, et le haut de la conférence Est ouvre la porte à une franchise qui peut devenir top 3 ou top 1, et à ce moment-là, ce sera chaud. Je dois t'avouer que mon vote, aujourd'hui, et très probablement en fin de saison, en touchant du bois pour qu'il n'y ait pas les mêmes galères que l'année dernière où Embiid était énorme en première partie de saison, leader de la course au MVP, et ensuite il s'est blessé, je pense que ce sera Joel Embiid. Aujourd'hui, je donnerai mon vote à Embiid. Je le trouve trop dominant individuellement, et j'entends bien tout à fait l'argument statistique, qui est un argument général sur la saison complète, mais l'impression sur le terrain là de Embiid, elle est exceptionnelle. Le niveau vraiment de domination de Embiid des deux côtés du terrain, pour moi là en ce moment, le regarder, c'est, oui j'avoue, voir le meilleur joueur de la planète. J'avoue que là en ce moment, je vois Embiid, ou plutôt le plus dominant. Quand je le vois en ce moment, c'est complètement surréaliste. Il est en confiance totale, son équipe le suit, il est parfait à la passe, en défense, il arrête les trolls, il est sérieux. J'adore voir Joel Embiid sérieux comme ça. On avait rêvé de ça, on avait dit on arrête les trolls sur les réseaux, et c'est parti. Joel, tu roules sur la concurrence. Quelque part, j'ai envie de dire, la ligne de statistiques de Joel Embiid, oui, elle peut paraître similaire à celle des autres, mais elle prend l'ensemble de la saison. Depuis 1 mois et demi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Embiid vraiment il est dans la même conférence que Giannis, hein. Mais c'est pas Giannis qui est joueur du mois. C'est clairement Embiid en décembre. C'est clairement Embiid en janvier. Et je pense que s'il veut continuer à faire ses dingueries, on va être là genre, février, putain les gars, on le donne à qui? Le mec, il porte Philly sur son dos, et on n'a même pas Ben Simmons, et il continue à mener les Sixers loin. La vraie question loin Non mais je veux dire par là, la vraie question, c'est que verra, sur les Bucks et les Sixers ont le même bilan. Ouais, les Bucks et les Sixers ont le même bilan. Donc je veux dire, le run, il peut venir de part comme d'autres. Il y a plus de marge pour les Bucks, là-dessus je te suis. Largement, quand même. Complètement, mais je veux dire, Philly peut aussi compter sur une petite chute des Cavs, ou un coup de mou du Heat, ou même un coup de mou des Bucks ou des Bulls, tu vois, et se retrouver sur le podium. Et si j'ai, demain matin, ou le 15 avril, j'ai Giannis qui est leader de la conférence Est avec ses stats, et j'ai Embiid qui est podium, je donne à Joel. Je donne à Joel sans aucun problème. Moi, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais bien sûr, non, mais tu vois, j'explique juste par rapport à mon vote, c'est que je trouve qu'il y a une telle progression de Joel dans le jeu, dans un contexte où on lui dit putain, vas-y, tu peux pas compter sur Ben Simmons, et il est tellement énorme en ce moment. C'est une préférence personnelle, et j'espère, putain, pitié, qu'il finisse la saison, qu'il n'y ait pas de problème de blessure, et qu'il ait ce trophée de MVP, parce que je crois que c'est un joueur calibre MVP en fait, Joel Embiid. Bien sûr, mais les trois là. Ouais, tout à fait. Même Steph, 4, t'en as 4, là t'as vraiment des joueurs de calibre MVP, quoi. Ouais, mais sur les 4, si je dis pas de bêtises, il y en a 3 qui ont déjà le trophée, et ça me ferait tellement chier que Joel l'ait pas en carrière. Genre on sait pas, comme tu l'as dit, ce qui se passera demain, ce qui se passera la saison prochaine, etc. Là, Embiid, il a un tel niveau. Rejoins ces garçons-là, rejoins l'histoire avec Jokic, avec Giannis, avec Curry. Ouais, je veux voir un trophée de MVP dans les mains de Joel Embiid. En tout cas, on est tous les deux d'accord. Pour la 4e année consécutive, le MVP, ce serait pas pour un Américain. Ouais. Bah dis donc. Hein, quand même. Puis tout à fait. Et puis je peux te dire que si ça se trouve, notre podium, il est non américain aussi. Ouais. Bah là, moi, j'ai un podium non américain. Ouais. Et moi, t'as vu, j'ai hésité. Donc si ça se trouve, le podium, il y a 0 oncle Sam. Ah non, c'est la NBA de moderne. Hein. 100% front courte, 100% non américain. C'est bien. Hein. Ouais, fuck les petits, fuck les ailiers. Hein. La nouvelle tendance, Alex, c'est l'intérieur. Hein. Bien sûr. Donc je rappelle évidemment ton podium. Toi, ce serait numéro 3, Jokic, numéro 2, Embiid. Et numéro 1, Giannis. Et j'ai mis numéro 3, Giannis. Numéro 3, Giannis. Numéro 2, Steph. Et numéro 1, Embiid, si je ne dis pas de bêtises. Donc, juste, pardon, excuse-moi. Toi, tu mets pas du tout Jokic sur ton podium, toi? Non, le bilan des Nuggets n'y est pas. D'accord. Il est énorme individuellement, mais le bilan des Nuggets n'y est pas. Non, mais juste, je voulais être sûr qu'on soit bien, que j'avais bien compris.
Ah ouais, tout à fait, ouais, complètement. Et ça se trouve, il y a des fans des Bulls qui votent en PLS qui vont dire les gars, juste les Bulls sont numéro 1 de la conférence Est, vous le mettez même pas sur votre podium Ça se DeRozan discute. ou Jamoran. C'est comme pour les Suns, hein. Les Suns Ah, bien sûr, numéro bien 1 de sûr, l'Ouest, mais non, moi j'en mets ni Bulls ni Suns là, sur ce Complètement. coup-là. Ou tu sais, il y a des fans des Warriors qui vont dire donc on est bien d'accord, Alex, tu mets pas Curry sur ton podium. Ouais, je suis d'accord. Ils auront raison de venir me critiquer. Ouais, je voilà. comprends. Pareil pour Jokic, ils vont venir me chercher. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette course au MVP, votre vote actuel et votre projection au 15 avril. On va suivre ça de très près. Je te laisse Alex comme d'hab avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous et bonne semaine à tous les MVP. Exactement. Et on se retrouve lundi prochain pour un Top 10 All Time. Des bisous. À la Ciao. prochaine. Ciao, ciao.